On va commencer tranquillement. Alors aujourd'hui, on va parler dyslipidémie. C'est un webinaire, encore une fois, qui est soutenu par Servier. Et à la présentation cette fois-ci, ce sera Natacha. Alors je sais jamais si on dit Tosh ou Toc, donc je suis désolée. Tu me corrigeras. Et qui est donc IPA mention PCS, qui travaille en cardio et notamment à l'ICPC, et Laurence Finet, qui est donc infirmière en pratique avancée étudiante en M2. Voilà. Bon, Si tu es... alors, vous m'entendez? Bonsoir. On t'entend parfaitement. D'accord, c'est super. Alors, c'est Tosh. Bah voilà, tu vois, j'ai hésité, je ne sais jamais. Bon, on n'a jamais dit le maréchal Foch, hein. C'est un bon repère, maintenant je saurai. Ah, Il est vrai. ok. Merci. Tu as résolu Bon, une ben, bonsoir et problématique puis majeure. merci à toutes et tous pour votre présence. Donc, on va parler d'un sujet qu'on rencontre dans notre pratique fréquemment et surtout ben, pour toutes les IPA qui ont vocation à s'orienter vers la cardiologie ou qui sont déjà implantés en cardiologie. Donc, la dyslipidémie. Laurence Finet qui co-anime avec moi pourra éventuellement répondre à vos questions parce que je ne vois pas les questions, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Et puis tu vas t'en occuper aussi, hein, me semble-t-il, hein, des questions. Je guette, t'inquiète pas. Très bien. Alors on commence. Voilà un petit peu le plan général. On va parler de la dyslipidémie et de ses différentes formes, les causes bien évidemment, et surtout les traitements. Alors, les différentes formes de dyslipidémie, on va commencer déjà par définir ce que c'est que la dyslipidémie. Bah, c'est une anomalie à la fois quantitative et qualitative des paramètres lipidiques, cholestérol total, LDL, HDL cholestérol et ne pas oublier les triglycérides. Alors, il y a plusieurs causes. On distingue en fonction de ces différentes causes les dyslipidémies primaires familiales qui sont, elles, d'origine génétique, les dyslipidémies secondaires qui sont liées à l'existence d'une pathologie comme le diabète, la cholestase hépatique ou encore le syndrome néphrotique et autres. Et enfin, les autres dyslipidémies qui sont majoritaires, c'est celles qu'on rencontre le plus fréquemment, qui sont des causes secondaires des facteurs environnementaux liés à l'alimentation, qui est souvent déséquilibrée ou bien trop riche en sucre en gras, la sédentarité, l'abus d'alcool et les dyslipidémies qui sont polygéniques. Alors, comme je dis moi-même souvent aux patients dans ma pratique, les pays où on n'a pas accès à une alimentation très riche, eux ne meurent pas de maladies cardiovasculaires, de bien d'autres choses, mais pas de celle-là en tout cas. Donc, il y a des facteurs environnementaux et de mode de vie qui sont bien entendu au cœur du problème et où les hyper ont tout leur rôle à jouer. Alors, il y a une classification qui a été faite par Fredrickson. Donc, il y a les hypertriglycérémies pures. On n'a que l'onglet des triglycérides qui est augmenté. Les hypercholestérolémies pures, avec cette fois-ci le cholestérol qui est concerné. Et puis, bien sûr, les dyslipidémies mixtes, où on a à la fois une élévation des triglycérides et du cholestérol. Alors, les hyperlipidémies primitives, ce sont les hypercholestérolémies familiales monogéniques, alors qui ont différentes formes elles-mêmes. On a soit une mutation du gène du LDL récepteur, qui est la cause la plus fréquente des dyslipidémies familiales. On a la cause liée à une mutation du gène de l'apolipoprotéine B, qui entraîne en fait un désamour entre le LDL et ses récepteurs à la surface des hépatocytes. Et enfin, celle que j'ai fait connaissance il n'y a pas très très longtemps, c'est une mutation du gène de la protéine PCSK9. Heureusement, elle est très rare, qui entraîne une augmentation de l'affinité justement des PCSK9 pour les récepteurs à LDL cholestérol. Alors, les caractéristiques des hypercholestérolémies familiales par mutation du gène du LDL récepteur, eh bien, il y a la forme hétérozygote et la forme homozygote. L'hétérozygote, eh bien, dans cette forme-là, on a 50% des récepteurs à la surface des hépatocytes qui sont touchés, donc qui sont détruits et
la moitié seulement qui sont fonctionnels. C'est fréquent dans cette population concernée, ça représente quand même 80% de mutations retrouvées. Et à ce moment-là, on va avoir des élévations très importantes du LDL cholestérol, entre 2 et 4 grammes par litre. Donc, ce qui est assez conséquent. On va avoir aussi des dépôts lipidiques caractéristiques, comme l'exanthome tendineux, les arcs cornéens prématurés et un risque cardiovasculaire concomitant qui va être très élevé. Et on a les formes homozygotes. Alors, à ce moment-là, c'est 100% des récepteurs qui sont touchés. Et on va retrouver des LDL cholestérol supérieurs à 5 grammes. Énorme. Et on va avoir des dépôts lipidiques xanthomateux qui peuvent apparaître dès l'enfance, avec des complications athéromateuses, notamment, faut pas oublier l'aorte, des rétrécissements aortiques qui vont être conséquents. Et ça peut survenir dans les 10 premières années de vie de l'enfant. Est-ce que tu peux définir xanthomateux? Ben justement, alors xanthomateux, voilà, je vous ai mis une slide à peu près pour ces espèces de collections entre les xanthomes et la maladie. Enfin, c'est vraiment ce qu'on peut voir, ces espèces de poches de graisse, hein, comme des kystes graisseux sur différents endroits du corps. Donc, je vous ai mis une petite, voilà, hein, on peut voir ça par exemple. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais voilà un xanthélémas typique. Donc, des espèces de collections, des taches cutanées de graisse jaune, voilà. On va avoir aussi les hyperlipidémies primitives, donc qui sont cette fois-ci polygéniques. On va avoir une prédisposition familiale, un peu comme pour le diabète en fait, le diabète de type 2. Hein, on va avoir une prédisposition familiale. Alors cette hyperlipidémie, elle est très 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 sensible à l'alimentation. Donc ça veut dire qu'il y a une grosse cartouche à jouer sur l'éducation thérapeutique du patient en termes alimentaires. Et le risque cardiovasculaire est modulé, bien sûr, par le niveau d'hypercholestérolémie et la présence d'autres facteurs de risque cardiovasculaire. On va aussi avoir les hyperlipidémies familiales combinées. Alors, cette fois-ci, ça combine les hyperlipidémies mixtes, le cholestérol, triglycérides, LDL cholestérol, triglycérides. Et ça, c'est assez fréquent dans la population concernée. C'est à 2% de la population. Et enfin, les hypertriglycéridémies familiales. Alors, chez le sujet les apparentés atteints, il y a une grande variabilité du taux de triglycérides. Hein. Ça va dépendre de beaucoup de choses, du poids et surtout de ce que consomme la personne. Alcool, sucre. Et on n'a pas vraiment de preuves complètement formelles du risque athérogène en concernant les triglycérides. Par contre, bien sûr que ça va avoir d'autres conséquences, hein, un foie gras, une cholestase hépatique, qui peuvent être même mortelles, hein, à des taux 500 mg par exemple de triglycérides, ça peut avoir des conséquences létales. Et maintenant, on va parler des autres dyslipidémies, c'est les hyperlipidémies secondaires. Alors ça, c'est la cause la plus fréquente des anomalies lipidiques chez l'adulte, c'est celle qu'on rencontre nous le plus fréquemment. Les causes principales des hyperlipidémies secondaires sont peut-être dues à une hypothyroïdie. Il y a un ralentissement vraiment du métabolisme et donc du catabolisme. On peut avoir la cholestase hépatique qui peut entraîner une hyperlipidémie parce que les acides biliaires sont synthétisés par les hépatocytes à partir du cholestérol. Donc, s'il y a une dysfonction à ce niveau-là, on va avoir une flambée du cholestérol. Le syndrome néphrotique, l'insuffisance rénale chronique par diminution également du catabolisme des lipoprotéines. Et là, on va être plutôt sur les triglycérides, une augmentation importante. Le diabète, parce que le diabète prépare en fait avec l'inflammation généralisée des artères prépare laboure le terrain pour que le LDL cholestérol aille coloniser la membrane des vaisseaux. L'alcoolisme, donc pareil, hein, plus sur le versant hépatopathie et puis hypertriglycéridémie.
Et puis, il y a des causes iatrogènes qui sont liées aux corticoïdes, les œstrogènes, certaines cyclosporines antirétroviraux et des diurétiques aussi thiazidiques. En cardiologie, c'est pourtant courant de prescrire des diurétiques thiazidiques et les bêta-bloquants. Une fois que on a mis le doigt sur une dyslipidémie, il faut évaluer systématiquement le risque cardiologique global. Parce qu'il va y avoir la dyslipidémie, mais elle est rarement isolée. Donc les recommandations européennes, c'est un score 2 qui estime le risque sur 10 ans d'événements mortels et non mortels, bien entendu, chez les personnes entre 40 et 69 ans, a priori en bonne santé, présentant des facteurs de risque non traités ou stables depuis longtemps. Donc voilà, devant toute dyslipidémie, il faut évaluer le risque cardiovasculaire. On a des scores qui sont très bien faits, qu'il ne faut pas hésiter à utiliser. Les objectifs du LDL cholestérol, puisque c'est lui qui est le plus hétérogène, il est low density lipoprotéine, donc il est suffisamment petit pour passer la barrière de la première couche de l'artère et aller se loger entre l'intima et puis la partie médiale de l'artère, et donc former ces magnifiques collections de plaques de beurre qu'on appelle plaques d'athérome. Donc en prévention primaire, eh bien, on va évaluer selon le risque. Donc, s'il est faible, je vous laisse prendre connaissance des normes. Donc, on préfère un taux de cholestérol inférieur à 1,16 g, qui est très bas par rapport à la norme laboratoire qu'on dit tous sur les résultats d'examen. Si le risque est modéré, ben là, on va être un petit peu plus sévère. Il faut absolument ramener le cholestérol inférieur à 1 gramme. Et puis, alors, si le risque est élevé, on va descendre à 0,70, très élevé. Eh bien, c'est comme une personne qui aurait fait un événement cardiovasculaire. On va avoir des exigences beaucoup plus drastiques et aller vers un taux qui soit inférieur à 0,55 g par litre de sang. En prévention secondaire, eh bien là, la question ne se pose plus. C'est d'emblée du moins 0,55 g par litre. Au-delà de ces seuils, le traitement médicamenteux est justifié d'emblée, bien entendu en prévention primaire, mais toujours en association au conseil de mode de vie. Alors, les symptômes, eh bien, c'est un peu comme pour le diabète au départ ou pour l'hypertension. La dyslipidémie est asymptomatique. Ça en fait un troisième tueur silencieux. Il n'y a pas de symptômes particuliers, donc on va pas forcément, c'est pas une plainte de patient qui fait qu'on va aller détecter systématiquement. On a une personne jeune en bonne santé, voilà, on rajoute de temps en temps en dépistage. Faut toujours avoir cette cartouche quand on est dans un pays où on mange très riche, beaucoup de viande rouge. On est le pays aussi du fromage, de la crème et des produits laitiers. Donc voilà, faut toujours avoir en tête de dépister de façon précoce en fonction du mode de vie. Si vous avez une personne sédentaire avec un tour de taille un petit peu conséquent, ne pas hésiter tout de suite à les dépister. Et par contre, on va avoir des dyslipidémies, comme je vous ai montré précédemment, familiales, qui peuvent engendrer des symptômes tels que les arcs cornéens. Alors ça, c'est vraiment un petit anneau blanchâtre au niveau de la cornée, des xanthomes tendineux. Mais j'ai une belle photo pour vous juste après cette slide. Donc, les xantélémas, là, donc ces petits dépôts. Voilà ce que ça peut donner. Donc, au niveau des articulations, ça fait comme des kystes, en plus d'être inesthétique, c'est très typique. L'arc cornéen, donc on voit bien ce petit anneau blanc autour de la cornée, et puis la xanthomatose. Alors, bien sûr, ces photos sont un peu extrêmes, notamment pour la xanthomatose cutaneo-tendineuse. C'est indolore. Hein, donc, même ce qu'on peut voir sur la main, ça ne fait pas mal, c'est dur, c'est comme un peu comme des lipodystrophies, quoi. Alors, comment on diagnostique l'examen de référence? Eh bien, c'est la prise de sang. Elle doit se faire à jeun. Alors, moi, j'ai toujours cette exigence que je mets sur mes ordonnances quand je prescris une biologie, où je demande un bilan lipidique, c'est d'être à jeun depuis 12 heures.
Ça peut paraître énorme comme ça. Alors, comme je dis aux patients, vous dînez à 20 heures, vous avez jusqu'à 8 heures, à partir de 8 heures, vous allez faire votre prise de sang. Il n'y a pas de retard. Donc, normalement, une personne en bonne santé a un taux de cholestérol inférieur à 2,2 g, mais bien sûr qu'on module ce taux en fonction du risque cardiovasculaire. Voilà. Ce que j'aime bien faire pour ma part, ça fait partie aussi pour moi de mon dépistage. Je mesure le tour de taille, l'engraissement viscéral, l'obésité abdominale est à grand risque cardiovasculaire. Et je trouve que c'est beaucoup plus parlant que l'IMC parce que si on prend un IMC de sportif de haut niveau, il a un IMC d'obèse alors qu'il n'a pas un poil de gras, quoi. Donc, il faut y penser quand on a aussi un patient qui a une hypertension artérielle ou un diabète déséquilibré. Et puis, si on est face à une dyslipidémie très sévère, pensez au dépistage en cascade. Donc, ne pas hésiter à faire des ordonnances pour dépistage chez les enfants, les parents, enfin les enfants des personnes qui présentent des dyslipidémies très très importantes. J'ai encore fait une ordonnance aujourd'hui pour une patiente qui m'était adressée pour une mise sous anti-PCSK9. Je vais coller 2 ordonnances pour ces 2 enfants. Les objectifs thérapeutiques chez le patient jusqu'à 20 ans, dans le cadre d'une dyslipidémie familiale, visent un taux de LDL cholestérol inférieur à 1,3 g par litre. Au-delà de 20 ans, il rejoint la population avec le risque cardiovasculaire et le score habituel que l'on peut faire, que l'on peut calculer pour classer le patient en termes de facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, est-ce que c'est clair? Vous avez des questions à ce niveau? Alors, je me permets de t'interrompre avant que tu commences la deuxième partie. On a 2 petites questions dans le chat. La première de Marie-Christine qui demande quel est le dosage de LDL cholestérol attendu dans les hypothyroïdies. Il y en a un en fait, ça rejoint dans les hypothyroïdies. Il n'y a pas de dosage attendu. Soit on est dans la norme, soit on ne l'est pas en fonction du facteur de risque qu'on aura calculé grâce au score. D'accord, donc on continue. L'hypothyroïdie, finalement, va être une des causes de dyslipidémie. Mais on rejoint malgré tout, en fonction du risque cardiovasculaire auquel la personne est exposée, eh bien, les objectifs LDL cholestérol que je vous ai présentés quelques slides plus haut. D'accord, je te remercie. Et Ludovic nous demande si pour la mesure du périmètre abdominal, c'est abdominal ou ombilical, et s'il faut le prendre préférentiellement debout ou allongé. Alors moi, je fais toujours debout. Et puis, on les voit, les gens, les petits tricheurs qui essaient de rentrer le ventre tout de suite. Donc, moi, je le fais debout et je le fais en vraiment, normalement, le périmètre abdominal, on le fait au plus fin de la taille. Bon, c'est ce qui est préconisé. Moi, je le fais au plus fort. D'accord. C'est un choix. Et je prends toujours, comme ça, je prends toujours au même endroit et je vois s'il y a une évolution. D'accord. Alors, j'ai HG qui demande le lien et l'impact des triglycérides sur le LDL du côté physio. Alors, du côté, il y a pas vraiment c'est pas les mêmes causes en fait. Donc, on peut avoir vous avez vu, une hypertriglycéridémie pure avec un taux de LDL cholestérol qui est tout à fait normal. Et n'oubliez pas une chose, c'est que le cholestérol est synthétisé par le foie, alors que les triglycérides, c'est à partir du sucre. Donc, c'est pour ça que les personnes faut aussi penser au dépistage des hépatites, quand il y a des bilans hépatiques très perturbés. Il faut pas hésiter à aller faire aussi des sérologies hépatiques bien sûr le bilan lipidique. Alors après, d'un point de vue physiopatho, j'ai pas toutes les réponses. Ok, je te remercie. Et Ryan qui nous demande est-ce que le cholestérol peut provoquer des troubles neurovasculaires comme les AIT? Ah bah je pense que oui, enfin, à voir. Après, c'est l'état d'encrassement des artères. Et il faut aller voir. Bien entendu qu'on va pas se contenter de dire tiens, il y a une dyslipidémie. À partir du moment où il y a une dyslipidémie, bien sûr qu'il va falloir la traiter et en fonction de l'âge, en fonction du profil du patient, de ses comorbidités, il va falloir faire le bilan cardiovasculaire, surtout derrière. Parce que oui, on peut avoir, je vous rappelle, des ruptures de plaques d'athérome avec des emboles, une embolie d'embole. Oui, clairement.
Il y a Mylène qui pose une question que j'allais te poser. Quel bilan pour déterminer les formes génétiques? Et moi, j'ajouterais quel est le chemin diagnostique? À quel moment on se demande si c'est pas autre chose? Enfin, quel est le raisonnement et les différentes formes et les démarches diagnostiques? Alors, ça va se jouer beaucoup sur le taux de cholestérol. Hein, je vous ai donné tout à l'heure à peu près des normes sur les dyslipidémies familiales. En général, on va être sur des taux supérieurs à 2,55, 3 grammes de cholestérol. Donc là, on s'oriente directement vers une dyslipidémie familiale. Hein. C'est rare qu'on ait ça, même si on est un adepte carnassier de viande rouge. Hein. Donc, et après, encore une fois, faut pas hésiter à envoyer, quand il y a un doute, à des centres de référence qui traitent la dyslipidémie familiale, qui eux vont faire tout le bilan. Moi, je ne le fais jamais. Quand j'ai un doute sur une dyslipidémie familiale, j'adresse à un centre de référence. Hein. Moi, en général, j'adresse à Saint-Antoine. Il y a un pôle spécial de dyslipidémie familiale. Mais quand on est sur des taux élevés et aberrants, il y a peu de doute que ce soit à cause de l'alimentation. On est des vraies petites fabriques à cholestérol parce que je vous rappelle que on synthétise 3/4 à partir de, c'est le foie qui fabrique les 3/4 du cholestérol. Le quart restant, c'est apporté par l'alimentation. Donc, si on en fabrique beaucoup, il faut vraiment avoir toujours ce doute de dyslipidémie familiale. Hein. On est sur des taux très élevés. D'accord. Pas si ça Ok. répond à votre question. Oh je pense, j'attends de voir ce que nous dit Mylène, mais ça va. Et encore une ou deux questions pour ma part. C'est bon, Mylène met un petit pouce. On a très peu parlé de la polypoprotéine A, dont on parle pourtant de plus en plus. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Quand est-ce qu'on la dose? Est-ce qu'il faut la redoser ou pas? Est-ce que les traitements ont pour but de jouer sur ça? Ah, non, 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 on met les traitements, on va les apporter après. Non, moi, franchement, encore une fois, hein, quand j'accueille des patients donc qui ont des dyslipidémies, je suis en cardiologie, donc en général, ça a été déjà diagnostiqué. Après, si ça échappe à tout traitement dans le suivi quand ça a été initié et ça échappe à la titration, encore une fois, moi, j'envoie vers les centres de référence. Hein. Personnellement, je commence pas à bilanter, je fais pas de génétique. Hein. Mais j'oriente. Super, merci beaucoup pour tes réponses. Et juste quelque chose qui m'interpelle, toi déjà personnellement, qu'est-ce que tu penses de ce seuil de 1,16 pour les gens qui ne sont pas spécialement à un risque cardiovasculaire? Est-ce que en pratique, tu vas aller traiter quelqu'un qui a 1,3? Quel est ton raisonnement dans ces cas-là? Eh ben, c'est toujours le mode de vie. D'abord et toujours le mode de vie. On n'est pas sur des trous aberrants. S'il n'y a pas de facteur de risque, enfin, cardiovasculaire, un score avec un risque faible. Est-ce qu'on va traiter? On va plutôt demander à la personne de consommer moins de viande rouge, enfin tout ce qu'on peut distiller comme conseil hygiéno-diététique face à une dyslipidémie. Hein. Donc moins de viande rouge, moins de fromage, un peu plus d'activité physique. Parce que là, le drame du siècle avec la Covid, c'est qu'on a énormément de télétravail. On a des gens qui font plus 50 mètres dans une journée. Hein. Ils vont de leur cabinet de toilette, enfin de leur salle de douche à leur bureau dans la pièce d'à côté, des toilettes qui sont juste derrière. Enfin, ils font 150 mètres dans une journée en télétravail. On est dans une sédentarité extrême. Oui, je répète aussi souvent aux patients qu'on a une double hérédité. On a une prédisposition familiale, on a une hérédité familiale, mais on a aussi une hérédité des modes de vie, des habitudes, d'une culture. Les anciens consommaient soit certainement autant de cholestérol qu'aujourd'hui, sous d'autres formes, hein, puisqu'ils se faisaient des tartines de saindoux, notamment dans le Nord, ils cuisaient. Il n'y avait pas la margarine, il n'y avait pas les notions de faire griller sans matière grasse. Et pourtant, je ne sais pas s'ils avaient plus de maladies cardiovasculaires parce qu'ils avaient une activité intense. On était dans une France qui était industrielle, donc qui était en mouvement. Aujourd'hui, on est dans du tertiaire, on a les fesses vissées sur un fauteuil de bureau 8 heures par jour. On n'est pas du tout dans le même mode de vie et pourtant, c'est ancré dans notre cerveau reptilien. On est conditionné par les habitudes alimentaires
qu'on nous a inculquées depuis l'enfance. Donc c'est notre hérédité, hein, c'est une hérédité Oui, culturelle. oui, c'est ça, mais c'est très vrai. Donc, Une dernière question. Les labos dosent de plus en plus, pardon, la l'apoprot lorsque des taux de triglycérides sont très élevés. Comment les analyser dans le suivi des traitements? doser quoi? Pardon, je comprends pas. Les labos dosent de plus en plus la l'apoprot lorsque Ouais. les taux de triglycérides sont très élevés. Comment les analyser ensuite dans le suivi des traitements? Eh ben encore une fois, hein, nous, notre rôle, c'est de titrer, de contrôler par la biologie. Et si on est dépassé, on renvoie, on oriente. On va pas commencer à, on n'est pas biologiste, on n'est pas des centres de référence à nous tout seuls en matière de dyslipidémie. On nous confie des patients pour des titrations de traitement, pour de l'éducation thérapeutique. Après, si malgré tout cela, les taux, que ce soit cholestérol ou triglycérides, nous échappent au traitement, on renvoie à l'expéditeur, quoi. Hein, ou au médecin, le cardiologue, ou le centre de référence. On a aussi cette possibilité d'adresser quand on a certaines portes ouvertes, on va dire. D'accord, je te remercie. Faut pas Écoute, je pense dépasser son rôle. Hein. Je pense qu'il faut rester. Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Après, c'est bien de comprendre, mais effectivement, il faut savoir où on s'arrête. Euh, Bah écoute, je crois qu'on est bon en termes de questions. Tu vas pouvoir entamer les traitements. Alors, les traitements. Ok, on y va. Alors, il y a les traitements non médicamenteux qui sont pour moi vraiment essentiels, sur lesquels il faut qu'on mette l'accent, beaucoup plus que sur les apopées en biologie voilà, sanguine. C'est la modification des habitudes de vie, notamment alimentaires. Je crois que ce n'est plus à prouver. Du LDL cholestérol, soit on en fabrique dans les formes familiales, on en fabrique nous-mêmes, quoi qu'il arrive. Néanmoins, si on en consomme moins, on en a aussi beaucoup moins qui circulent dans le sang et forcément, la plaque d'athérome ne va pas s'alimenter de vent ni d'air. Donc, il y a un gros travail à faire sur les habitudes alimentaires. Et quand je vous parlais d'hérédité culturelle, je dis toujours aux patients, c'est si vous ne l'avez pas fait pour vous, vous ne l'avez pas fait pour vos enfants qui dorénavant sont adultes. En tant que grands-parents, vous avez un rôle à jouer sur les habitudes que vous allez transmettre aux petits-enfants. Parce que une fois que c'est ancré, mais c'est indéboulonnable, c'est notre cerveau animal. Donc, plus tôt on leur donnera les bonnes habitudes, mieux ce sera. Donc, ce n'est jamais perdu, et encore moins de génération en génération. On peut changer, on le fait pas pour soi, on le fait pour les générations montantes. Et puis, bien sûr, on le couple à une activité physique régulière et adaptée. Alors, attention, activité physique, bien type marche, par exemple, ça c'est de l'activité physique, on se bouge, on ne reste pas sédentaire, on ne reste pas bloqué dans son canapé avec sa zappeuse. Et il y a la pratique sportive. Hein. Mais déjà, si tout le monde avait une activité physique régulière, je pense qu'on aurait un tout petit peu moins aussi de maladies cardiovasculaires. Hein, parce que s'engraisser et avoir des apports qui sont plus importants que les dépenses, c'est génial sur un compte bancaire, mais certainement pas en matière de santé. Donc, en prévention primaire, toujours les règles hygiéno-diététiques. Et quand, au bout de 3 mois, c'est ce qui est préconisé par les sociétés savantes, on a un taux de LDL cholestérol, un taux de triglycérides qui échappe aux règles pardon, diététiques, bien contrôlées, à ce moment-là, oui, il faudra introduire un traitement. On ne va pas laisser s'échapper cette dyslipidémie jusqu'à ce qu'elle fasse ses dégâts sur des artères qui, en plus, dans le temps, vieillissent et s'encrasseront quoi qu'il en coûte. Donc, l'activité physique, et puis on fait attention aux apports. Et il y a des patients aussi qui arrivent avec des taux de triglycérides qui sont élevés, mais en fait, c'est parce qu'ils mangent des quantités mais phénoménales. Je parle d'un gesta type féculent. Hein. Alors, moi, je leur demande régulièrement de quantifier à peu près combien ils en mangent. Je leur dis, on réduit à un bol et on voit fondre les triglycérides. Hein. Donc, faut pas oublier le rôle des. Alors, ils vont vous dire, ah non, non, mais je consomme pas de gras, pas de coca, pas de soda. Je fais très attention de ne pas manger de viande rouge, mais j'ai toujours des triglycérides élevés.
bah, faut se poser la question de l'alcool et puis des quantités de sucre lent aussi, hein. Voilà. Et en termes de quantification, tant qu'on y est, toi, tu recommandes quelle durée d'activité physique à peu près en général? Bah écoute, il faut au moins les 10 000 pas là faut toujours leur demander de télécharger une application. Ça n'a pas vraiment fait ses preuves, mais en tout cas déjà marcher tous les jours 30 minutes de marche, on va dire soutenue, hein, c'est déjà pas mal. Monter, descendre des escaliers, ben arrêter de prendre les ascenseurs et autres monte-marche là, automatiques du métro, descendre une station avant, enfin toutes des petites choses comme ça en fait qui fait qu'on va se bouger tous les jours. Donc 30 minutes de marche plus surtout éviter la station assise plus de 30-40 minutes parce qu'en plus en termes de circulation veineuse c'est une catastrophe. Et une activité sportive, idéalement, 3 fois par semaine, quoi, hein. 3 fois 30 à 45 minutes par semaine, c'est déjà bien, hein. Si tous les Français faisaient ça, on serait moins gras, on serait moins malade et moins encrassé. Je te remercie. Alors, donc le traitement diététique, donc concrètement, limitation de l'apport en acides gras saturés, donc tout ce qui est graisse d'origine animale, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on trouve bon. Alors le patient dit toujours oui, mais alors dans ces cas-là, qu'est-ce qui me reste, quoi? J'ai plus de plaisir à table. J'ai des petits trucs hein, que je vous donne. Encore une fois, je leur dis, il y a votre cerveau animal. Hein. Si on prend, vous mangez 3 quarts de camembert à chaque repas, vous n'avez jamais le message de l'écœurement. Et pourtant, c'est gras. Par contre, le foie gras, vous allez le consommer une fois pendant les fêtes, voire 2 fois pendant les fêtes. Mais est-ce que vous en mangeriez tous les jours? Les patients vont répondre, mais certainement pas, ça serait écœurant. Ben, j'ai pourtant, est-ce que c'est tellement plus gras que votre camembert? Mais comme dans l'inconscient collectif, le foie gras, c'est gras, eh bien, il y a une espèce d'interdit. Donc, on a rapidement le message d'écœurement. Donc, il faut vraiment déconstruire pour reconstruire. C'est leur dire, maintenant, vous n'allez pas perdre, vous allez gagner au contraire, gagner en santé, gagner en souffle, gagner en bien-être, gagner en qualité de vie. Vous allez tellement gagner au final. Et puis, si vous êtes des épicuriens, eh ben, dans ces cas-là, prenez pas votre fromage industriel, allez chez le fromager, achetez-en une fois tous les 15 jours, faites-vous votre petit plateau de fromage affiné, faites-vous plaisir et dégustez-le, faites-le durer. Parce que ce sera tellement unique en 15 jours que vous aurez 10 fois plus de plaisir que de le consommer quotidiennement. Il ne s'agit jamais d'interdire, jamais parler de régime. On parle de rééquilibrage alimentaire sur une semaine, 15 jours, un mois, mais jamais, jamais d'interdit. Il faut conserver tout ce qui nous fait plaisir. Je dirais même chez le diabétique. Euh, donc voilà, c'est juste, il y a certains aliments qu'on va raréfier et on les appréciera davantage. Si on fait un autre parallèle, il vaut mieux boire un bon vin rarement que de la piquette quotidiennement. Après, il va y avoir suppression des acides gras trans. Alors ça, c'est les acides gras qu'on trouve dans les produits transformés lors du chauffage de la graisse, des cuissons d'huile végétale à haute température. Voilà, donc ça, c'est aussi des acides gras à éviter. Par contre, évidemment, redécouvrir le plaisir de la consommation du poisson, qui sont riches donc ces fameux oméga 3 et puis oméga 3, oméga 9 et puis toutes ces huiles de colza, huile d'olive. Alors là, c'est pareil. Le patient, vous lui dites ah mais moi je suis au régime méditerranéen, il pense qu'il a un blanc-seing et il y va. Hein, il prend l'été hiver, c'est il y va généreusement. Non, il est préconisé une cuillerée à soupe par repas, tout inclus. Donc, c'est pas je prends la bouteille d'huile d'olive et je badigeonne à outrance. Donc, ça aussi, il faut leur faire tomber tous ces préconçus parce que sinon, ils sont persuadés qu'ils font très, très bien. Et bien sûr qu'ils ont la volonté de faire très bien. Mais faut qu'on pousse le coaching derrière avec les bonnes informations. Et bien sûr, on leur demande aussi de consommer des céréales complètes, hein, surtout que maintenant on en trouve sous toutes les formes, pain, pâtes, riz. Donc, il faut vraiment les orienter vers ces aliments. Alors, les patients ne savent pas du tout ce que c'est que les fibres. Ils savent que c'est bon pour la santé, mais
Il faut pas hésiter aussi à leur expliquer qu'il faut en consommer parce que les fibres, eh bien, ce sont des aliments que le corps ne peut pas digérer, donc il va le rejeter. Et en le rejetant, qu'est-ce qu'il fait? Ben, ces fibres agissent comme une éponge et emmènent les excès de gras, les excès de sucre. Et que c'est pour ça qu'il faut en consommer beaucoup. Parce que justement, on ne peut pas les digérer. Et il y a cet effet éponge. Et puis après, il faut rester dans un schéma réalisable aussi pour le patient. Parce que si on lui dit faut pas ça, faut pas ci, faut pas ça, il se décourage, il se décourage et puis il dit non, c'est bon quoi. À le bol, on peut plus rien consommer, on peut plus vivre, je suis condamné. Donc non, on va donner des messages très très simples comme je vous ai donné avant. Et puis les œufs c'est pareil, les œufs c'est riche en cholestérol. Eh bien, c'est absolument pas interdit. On peut en consommer 3-4 par semaine sans aucun problème. D'accord? Donc, on reprend les slogans d'une autre époque. Il est interdit d'interdire. Des questions? Tu peux poursuivre. OK. Et maintenant, bien évidemment, les traitements médicamenteux quand on est en échec par des mesures purement hygiéno-diététiques. Donc, en cas d'hypercholestérolémie, c'est les statines, auxquelles on va plus ou moins ajouter les étimibes. Et en cas d'hypertriglycémie, ça va plutôt être les fibrates et les oméga 3, voilà, qui peuvent être envisagés. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Les statines, l'effet principal, c'est de faire baisser ce fameux LDL cholestérol. Alors, on a mis un exemple. Il y a tellement de méta-analyses qui ont été faites sur les statines par les détracteurs, comme par ceux au contraire qui soutiennent l'action des statines, elles sont avérées. Alors bien sûr que le patient, il dit plein de trucs négatifs, plein de choses négatives, sur la toile concernant les statines. Il y en a même qui vous rapportent des études complètement aberrantes qui prennent la forme d'études scientifiques bien menées et qui en fait n'en sont pas du tout. Donc voilà, c'est surtout les effets secondaires en fait dont souffrent les patients qui font que les statines ont si mauvaise réputation. Quand on regarde de près les méta-analyses, eh bien on voit quand même des doses qui sont très 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 importantes. Des fois ça dépasse les 60%, on réduit de 60% la dose de LDL cholestérol, le taux de LDL cholestérol. Donc, ça se traduit de biologie en biologie en biologie. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller regarder quelque étude scientifique qui soit. On en a le constat, je pense, dans notre pratique quotidienne. Ce qui est pas, alors les statines n'ont pas vraiment d'effet sur la diminution, enfin pas d'effet, c'est exagéré, mais n'ont pas un impact très important sur les triglycérides. Voilà. Et le fait, elles n'ont pas non plus d'effet sur l'augmentation du HDL cholestérol. Alors le HDL cholestérol, c'est pareil, plus on vulgarise, plus mieux le message passe. Je leur dis, c'est le camion poubelle du mauvais cholestérol. C'est une molécule qui est très grosse, qui ne peut pas passer la barrière donc de l'artère, de la première couche de l'artère. Et c'est comme les éboueurs, quand ils étaient en grève, on avait des poubelles partout dans la rue, on est obligé de passer au milieu. Donc imaginez que ce soit des plaques d'athérome, les éboueurs reprennent leur travail et hop, nettoient la rue. Eh bien, c'est un peu le rôle quand même du HDL cholestérol, qui est de capter ce cholestérol excessif circulant dans le sang et le ramener au foie pour destruction dans les acides biliaires. Voilà. Des questions sur les statines? Vas-y. Ok. Les étimibes. Alors, normalement, ce qui est préconisé avec les étimibes, c'est si l'objectif LDL cible n'est pas atteint à dose maximale tolérée, on associe un ésétimib. Alors, c'est pas toujours vrai dans la pratique. Moi, je le vois même de plus en plus rarement. Compte tenu des effets secondaires des statines, eh bien, quand on a un taux de LDL qui n'est pas encore à la cible attendue et déterminée par le cardiologue et en fonction du risque cardiovasculaire, eh bien, plutôt que de majorer la statine, on associe maintenant assez rapidement avec de l'ésétimib. L'ésétimib va limiter l'absorption intestinale du cholestérol. Donc, le passage du compartiment intestinal vers le compartiment sanguin. Donc, ça limite quand même pas mal.
Donc, ça sert à rien d'aller chercher l'effet douloureux à dose maximale de la statine. On rajoute un petit peu des éthymibes et on obtient un bon contrôle sans trop de dégâts en termes d'effets secondaires sur le patient, donc du cholestérol. Voilà. Et puis, quand on a une intolérance avérée aux statines, en général, on va arrêter la statine, on va maintenir les éthymibes. Ça sera pas la panacée, mais néanmoins, ça limitera quand même le LDL cholestérol circulant. Mais pas avec le même effet que les statines, bien évidemment. La statine, elle a quand même pour vocation d'inhiber la synthétisation du cholestérol au niveau du foie, mais aussi d'augmenter les récepteurs à LDL cholestérol à la surface des hépatocytes. Voilà. Donc, c'est un traitement redoutablement efficace. Et après, ça va dépendre de la tolérance individuelle du patient. Donc, c'est peut-être pas de la peine de l'envoyer vers des tendinites, des ruptures de tendons, etc. Je pense qu'il est de bon ton d'introduire assez rapidement les éthymibes. Parce que en plus, je sais pas pour vous, mais moi je revois pas les patients toutes les semaines. Donc on a introduit un traitement, on donne la biologie, elle nous parviendra de contrôle un peu plus tard. On va pas le laisser avec ses souffrances en attendant. Donc si on peut l'éviter, on fait l'association statine et éthymibes sans trop monter la statine. On essaie les éthymibes. Si ça échappe, à ce moment-là, je titre la statine davantage. Les fibrates, plutôt comme je vous l'ai dit, dans le traitement des hypertriglycéridémies pures. Et en général, il est préconisé de les introduire si le taux de triglycérides est supérieur à 5 grammes par litre, malgré une diététique bien suivie. Et encore une fois, les triglycérides sont très, très, très sensibles à l'alimentation. Voilà. Si malgré cela, le taux de triglycérides reste élevé, fibrate, et ça se passe en général assez bien. Alors maintenant, on a aussi les anticorps anti-PCSK9, qui est le traitement de troisième ligne après les statines, les éthymibes. Alors, on a deux formes qui sont commercialisées en France, l'alirocumab et l'évolucumab. Ce sont des anticorps monoclonaux qui ciblent la protéine PCSK9. Cette protéine, en fait, c'est le pendant c'est vraiment l'inverse de la statine. C'est-à-dire que la PCSK9, le corps humain est très bien fait, il a toujours, il produit, mais il a la contre-production derrière pour équilibrer l'ensemble. Donc, quand il n'y a pas assez de cholestérol, les PCSK9 se lient aux récepteurs et les détruisent, les récepteurs de cholestérol. Ainsi, on fait augmenter mécaniquement le taux de cholestérol circulant dans le sang. Sauf que chez les patients qui ont une dyslipidémie avec un facteur de risque cardiovasculaire important ou ayant fait un événement cardiovasculaire, eh bien, on va vouloir un taux de cholestérol très, 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 très bas. Donc, dans ces cas-là, si le taux échappe au traitement par statine et éthymibes ou dans les hypercholestérolémies familiales, vous avez vu que les taux de base de cholestérol sont déjà très, très hauts. Eh bien, on va ajouter un traitement par anti-PCSK9. Et maintenant, le prescrit aussi, il y a la case qui a été rajoutée, intolérance aux statines. C'est quand même lamentable qu'il faille encore prouver, parce qu'il y a un monocopole et que c'est très très cher, que le patient souffre dans sa chair le martyre pour accéder à ces traitements qui sont redoutablement efficaces. Imaginons que le PCSK9, ce soit une cigogne qui aille boucher une cheminée, c'est un petit peu pareil. Il va se lier au récepteur à LDL cholestérol, prend la place du LDL cholestérol qui, du coup, reflambe dans le sang et, en même temps, détruit le récepteur. Donc, c'est double effet négatif. Donc, voilà, ces anti-PCSK9, eh bien, il faut quand même, malgré tout, encore aujourd'hui, commencer par la première ligne, la statine, les éthymibes. Et en fin de compte, quand on aura prouvé que les combinés à dose maximale tolérée sont inefficaces ou ont plein d'effets secondaires, eh bien, on aura accès à ce sésame que sont les anti-PCSK9 et qui sont d'ailleurs se traduisent dans les biologies de façon complètement incroyable. Alors, c'est chez les patients qui ont un taux de LDL cholestérol supérieur à 0,7. Alors, quid des patients qui sont entre la cible
de 0,55 et 0,70. On va avoir des patients qui vont être à 0,68 grammes de cholestérol, de LDL cholestérol. Eh bien là, si vous faites la demande, réponse négative de l'assurance maladie. C'est des algorithmes, c'est non. Ça reste un LDL cholestérol qui est supérieur à 0,70. Beaucoup de cardiologues s'en contentent. Or, on n'est pas dans la cible et il y a suffisamment d'études qui ont été faites qui prouvent que être en dessous du seuil de 0,55 grammes par litre a un effet positif sur les facteurs de risque, sur le risque cardiovasculaire. Donc, il y a les cardiologues qui sont très stricts et puis il y en a d'autres qui disent bon, c'est déjà pas mal, 0,7. C'est très bien, on va s'en contenter. Et la maladie athéromateuse, elle, derrière, va évoluer à bas bruit jusqu'à l'événement. Donc, c'est totalement insatisfaisant. Quand je suis face à ce type de cas, je dis tout simplement aux patients, on refait une prise de sang dans un mois, vous oubliez votre traitement en attendant, on va faire reflamber le taux. Et une fois qu'on est au-dessus des 0,7, eh bien, on obtiendra le fameux sésame pour les anti-PCSK9. Donc, oui, c'est une forme de tricherie, mais parfois elle est nécessaire. Soit on traite, soit on ne traite pas. Alors, il y a quelques questions, je me permets de t'interrompre. Déjà, par rapport aux recos de la dyslipidémie, tu sais qu'il y avait eu des recos qui avaient été faits, qui ont été annulés, etc. Oui. Là, en ce moment, sur quelles recommandations vous vous fiez? Alors, sur les recommandations de la HAS, tout simplement. D'accord. Elles restent très strictes. Ça reste les ordonnances, les triptyques ou la demande en ligne sur Amédipro. Si tu remplis pas strictement les cases et si tu ne corresponds pas à leur desiderata, c'est refusé. Non, je te parle des recours en général, je te parle pas de la conduite. Des recours en général. Sur quels recours? Les recours de la Société européenne et française de cardiologie et puis pareil de la HAS. D'accord. Est-ce que tu vois beaucoup, toi, d'effets secondaires sur les étimibes et si oui, lesquels? J'en parle après des effets secondaires. D'accord, ok. Alors ça, je te laisse tranquille. Donc voilà. Donc voilà pour la partie sur ce petit traitement miraculeux que sont les anti-PCSK9. Et on peut, en tant qu'IPA, renouveler le traitement? Pardon? On peut renouveler le traitement en tant qu'IPA? On peut renouveler le traitement. Mais il faut qu'il soit initié par un cardiologue en premier lieu, la demande. Alors, j'explique toujours. Alors, les patients me disent, mais alors, si j'ai ce traitement-là, je peux arrêter les statines, je peux arrêter les étimines. Je lui ai dit, mais pourquoi arrêter quand on peut avoir une triade fantastique? C'est-à-dire que, on augmente les récepteurs LDL cholestérol avec les statines sur la surface et on inhibe la synthèse du cholestérol au niveau du foie. Bon. Alors, plus on aura de récepteurs, plus le foie agira comme un filtre et moins on aura de cholestérol circulant. Alors, pourquoi s'en passer? Les étimides, forcément, avec tout ce qu'on avale, le sandwich poulet maillot du patient du midi quand il est au bureau, je dis moins vous aurez de maillot qui passera dans le sang et mieux ce sera. Et ensuite, on rajoute les anti-PCSK9. Ce qu'on va faire, si vraiment votre statine vous fait mal et vous la tolérez mal, ou que à ce moment-là, on va la prendre un jour sur deux. Un jour sur deux, vous avez toujours mal, vous avez toujours des crampes, vous n'êtes toujours pas bien. Un jour sur trois. Mais on conserve la statine et on conserve les étimides. C'est important de leur distiller ce message. Et il arrivera un moment, même s'il ne prend qu'une fois par semaine, s'il ne prend sa statine qu'une fois par semaine, eh bien, il la prendra une fois par semaine et on aura équilibré sans aucun doute le cholestérol. Voilà. Alors, justement, maintenant, la surveillance du traitement hypolipémiant. Eh bien, on va avoir une surveillance biologique. Alors, un bilan lipidique. Il y en a qui vont vous dire les recommandations, c'est 12 semaines. En général, moi, je renvoie après un mois à un mois et demi de traitement ou de modification de pathologie. Je redemande une prise de sang. Donc, le bilan lipidique dans un délai de 4 à 6 semaines après la prise en charge initiale et ensuite, à chaque fois qu'on va titrer. Alors, pas de dosage systématique des CPK, ce n'est pas du tout dans les recommandations, sauf si on est dans des situations à risque.
un patient qui a déjà des douleurs musculaires ou de l'insuffisance rénale modérée à sévère, hypothyroïdie, enfin toutes les raisons, les facteurs secondaires de dyslipidémie. Et puis ça donne moi je le fais systématiquement, même si ce n'est pas recommandé, parce que ça donne une valeur de référence. Et là, on va pouvoir voir si ça se traduit dans la biologie, la symptomatologie clinique du patient. Alors, ça doit toujours être fait à distance d'une activité sportive. Concernant ma pratique, j'interviens en SSR. Et quand on instaure ou qu'on titre à l'entrée en SSR cardiovasculaire un traitement par statine, se pose toujours la question, ils arrivent, j'ai mal partout, est-ce que c'est dû à la statine, est-ce que c'est dû au sport? Eh bien, dans ces cas-là, on demande, on a les patients pendant 20 séances, on va leur dire, on va faire une fenêtre thérapeutique d'une semaine de sport tout en conservant la statine et on va voir ce qui se passe. Et donc, on verra si l'imputabilité est due au sport, qu'ils n'ont pas fait depuis longtemps, ou à la titration de la statine. Et si les crampes sont maintenues, à ce moment-là, oui, il faudra envisager des alternatives ou une baisse de dose et puis l'ajout des éthymyles et puis l'ajout d'anti-PCSK9 en fonction de la biologie et surtout de la symptomatologie. La surveillance hépatique, donc 8 à 12 semaines après le début du traitement médicamenteux, il faut quand même ne pas oublier d'évaluer la fonction hépatique avant l'instauration du traitement. Parce qu'il y a peut-être une pathologie hépatique, une hépatopathie sous-jacente, qu'on imputera à la statine alors que c'était préexistant. Je vous ai mis faut que les alates et les alates et les azates restent inférieurs à 3 fois la norme. Si c'est supérieur, on est censé arrêter la statine ou réduire la posologie. Nous n'arrêtons pas la statine, mais nous renvoyons, bien entendu, au prescripteur initial, le cardiologue. Et on contrôle les enzymes hépatiques après 4 à 6 semaines. C'est clair? Pas de retour. OK. Alors, on a une petite question sur Oui. est-ce qu'il y a un danger particulier à avoir un taux de LDL trop bas, par exemple inférieur à 0,3. Alors, le LDL cholestérol inférieur à 0,3? Non, il n'y a pas de danger. Plus il est bas, mieux c'est. Le LDL cholestérol, on en a besoin. Toutes nos cellules, vraiment, sont formées de LDL cholestérol. Seulement, ce petit coquin est trop fin et comme il est tout petit, il passe la barrière, comme je vous ai dit, de la muqueuse des artères. Mais c'est aussi la membrane cellulaire de toutes nos cellules. Donc oui, on en a besoin. Et puis, il faut pas oublier que tout ce qui est hormones, c'est synthétisé aussi à partir du LDL cholestérol. Donc, nous en avons besoin. On peut avoir, je crois que les taux les plus bas, c'est 0,10 que j'ai pu voir sous anti-PCSK9. Les personnes vont très, très bien. Donc, vous avez bien vu qu'en général, dans les recommandations, on parle d'un taux de cholestérol inférieur à 0,55. On ne donne pas de limite basse. Hein. Moi, je n'en vois pas. Donc, si vraiment c'est très faible sous anti-PCSK9, bien sûr que je vais diminuer la statine ou l'espacer dans la prise. Parce que beaucoup d'indications aux anti-PCSK9, plus que des dyslipidémies incontrôlées, c'est des effets secondaires aux statines. Voilà, mais je ne connais pas de normes très très basses. On a besoin d'un peu de LDL cholestérol. C'est pour ça qu'à une époque, il y avait une campagne qui avait été lancée qui parlait du cholestérol en disant il n'y a pas de mauvais cholestérol, il y a 2 formes de cholestérol qui circulent. Et bien sûr qu'on a besoin de LDL cholestérol, mais certainement pas aux quantités astronomiques qu'on peut avoir dans les pays avec une alimentation aussi riche que les pays occidentaux, par exemple. Hein. Ok, je te remercie. Et petite question, juste pour la prescription des anti-PCSK9, est-ce que c'est réservé aux spécialistes ou les médecins peuvent le faire? Non, non, en général, c'est initié par les cardiologues, les spécialistes. Ok, merci. La première demande. En termes de surveillance clinique, les statines exposent à une fatigue musculaire, des myalgies, des crampes associées ou non à une évaluation des CPK. On peut avoir aussi une manifestation clinique, mais aucune traduction biologique. Donc, en fait, c'est vraiment symptomatologique. Donc, si les taux de CPK sont supérieurs à 5 fois la norme, on arrête ou on baisse le traitement, hein, bien évidemment. Il y a des cas très, très, très rares de rhabdomyolyse. Moi, je ne suis jamais tombée dessus, mais par contre, j'ai vu des patients avec
des tendinopathies phénoménales qui imposaient l'arrêt des statines. Hein. On connaît pas franchement le mécanisme. Hein, c'est pas très clair hein, de l'imputabilité donc des statines à la rhabdomyolyse. On sait juste qu'il y a une inhibition de la synthèse d'ubiquinone qui, elle, participe au métabolisme énergétique des mitochondries musculaires. Voilà. Mais le lien vraiment physiopathe, c'est pas encore complètement établi. Voilà pour la statine. Donc, c'est vraiment les effets les plus fréquents. Hein. Alors, faut s'assurer aussi que le patient ne vienne pas de se taper un marathon ou de faire. Il a décidé que il allait faire beaucoup plus de sport. Il s'élance dedans. Il a fait aucun échauffement. Il fait n'importe quoi et il a mal partout. Et hop, paf, c'est à cause de ma statine. Donc, faut vraiment être très méticuleux dans son interrogatoire sur les conditions de survenue de ces myalgies, surtout quand il n'y a pas de traduction au niveau biologique. Donc, il faut vraiment s'intéresser au contexte de l'apparition de ces troubles musculaires, principalement cette fatigue, ces tendinites. Et puis après, ben, il y a des patients, ils vont jusqu'à des ruptures de tendons avant d'alerter, quoi. Mais tout se voit, hein, tout se voit en population générale. Hein. Les fibrates, eh bien, on peut avoir une augmentation transitoire des enzymes hépatiques en début de traitement. En général, ça se régule après. Mais il y a aussi une possibilité d'avoir une rhabdomyolyse, comme avec les statines. Donc, c'est toujours pareil. En dose des CPK supérieure à 5 fois la norme, ben, on alerte, quoi. Voilà, puisqu'on nous ne sommes pas théoriquement en droit de stopper un traitement. Mais bon, si c'est pour qu'il voit son cardio dans 6 semaines, on a plutôt intérêt à agir. 6 semaines, pardon, 6 mois. Et puis les anti-PCSK9, alors ça, je sais pas pour vous, les labos viennent vous voir, c'est le traitement miracle, aucun effet secondaire, rien à voir avec les statines, on vous vend du rêve. Eh ben c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que y a un effet secondaire qui est fréquent, c'est la rhinite, le syndrome le pseudo-grippal, le nez qui coule, l'impression d'avoir toujours le nez bouché. Et c'est extrêmement fréquent. Donc, faut pas hésiter à en parler aux patients pour qu'ils ne soient pas surpris. Et là aussi, il va y avoir une difficulté. Par exemple, on introduit un anti-PCSK9, on a ce genre de manifestation clinique. Eh bien, bingo, on est en plein aussi dans la saison des allergies. Donc, qu'est-ce qui sera imputable au traitement? Qu'est-ce qui sera imputable aux allergies saisonnières? Aucune idée. Seulement, normalement, quand on introduit un traitement par anti-PCSK9, il faut demander aux patients de prendre patience. Les effets peuvent disparaître après seulement 2 à 3 mois de traitement parfois. Hein. Ça peut être long. Donc, il faut persévérer. De toute façon, ils ne vont pas mourir de leur rhume, mais par contre, ils peuvent mourir d'un accident cardiovasculaire, hein, puisque un infarctus sur 2 s'en sort pas quand même. Hein. Donc, faut aussi leur faire les responsabiliser et leur faire prendre conscience du risque. Il peut y avoir aussi une tolérance, c'est comme pour la statine. Hein. Je tolère pas la torvastatine, on m'a mis de la rosuvastatine, ça se passe très 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 bien. Et inversement. Donc, ça marche pas avec le Praluent, eh ben, je vais vers le Repata. Le Repata, au bout de 3 mois, j'ai toujours ces rhinites, c'est insupportable, je ne respire pas bien la nuit, etc. Eh ben, on essaye le switch pour l'autre forme, le concurrent. Et puis, bah, parfois, ça se passe bien qu'une molécule et pas une autre parce qu'il y aura un adjuvant qu'on tolérera mieux dans l'un que dans l'autre. Donc, faut pas hésiter aussi hein, à switcher un médicament pour un autre. Est-ce que ça répond à ta question? Bah oui, ça me va. D'accord. En conclusion, on va reprendre surtout des points essentiels, hein, le risque de maladie cardiovasculaire associé positivement au taux de LDL cholestérol et négativement au taux de HDL cholestérol. Hein, pour l'instant, on a des cardiologues qui vous disent ah oui mais non, il est à 0,8 mais vous avez vu son taux de cholestérol, de bon cholestérol, il est à 0,6. Sauf que on n'a pas de rapport probant entre la baisse du risque cardiovasculaire et le taux de HDL cholestérol haut. Donc voilà, la seule chose dont on est sûr, c'est que plus le taux de LDL cholestérol est bas, plus le risque de maladie cardiovasculaire diminue également.
Le risque de triglycérides associé aux triglycérides est en grande partie dépendant des autres marqueurs, les facteurs de risque associés. Encore une fois, je le répète, il faut faire attention. Il y a un risque de pancréatite aiguë en cas d'hypertriglycérie supérieure à 10 grammes. Parfois, on voit des taux, mais juste phénoménaux. Le bilan lipidique de base est normal si les valeurs sont comprises dans les normes que vous voyez donc affichées sur l'écran. Et on pense toujours à rechercher une cause secondaire d'hyperlipidémie avant de se dire au secours. Il y a peut-être des facteurs sur lesquels on peut intervenir, l'hypothyroïdie, est-ce qu'il y a une maladie rénale associée, une maladie hépatique. Donc il faut penser à tout ça. On est là pour dépister, donc dépistons. Et sur les hypercholestérolémies familiales, surtout monogéniques, et dues à une mutation du récepteur au LDL cholestérol, eh bien, le LDL cholestérol, lui, va tout de suite être d'emblée au-dessus de 2 grammes, 3 grammes, 4 grammes, 5 grammes. Ça peut monter de façon assez exponentielle. Là, face à des taux aussi importants, on sait qu'on est sur des petites fabriques à cholestérol et qu'en général, il y a une origine familiale. Il faudra les creuser, mais ça, on laisse la place aux spécialistes. En chose aussi importante à retenir, c'est que les hypercholestérolémies polygéniques sont fréquentes et font intervenir plusieurs mécanismes et surtout, encore une fois, elles sont très sensibles à l'alimentation. Là, on est sur des normes LDL cholestérol qui sont quand même beaucoup plus bas que la dyslipidémie familiale monogénique. Les hyperlipidémies combinées sont fréquentes aussi, parce que soyons fous, on gobe des hamburgers, mais tout le sucre aussi qui va avec, voilà. Donc on peut avoir des hyperlipidémies mixtes. Donc hypertriglycérie, hyperlipidémie. Eh bien, on va agir avec la statine sur l'hypercholestérolémie et puis sur l'alimentation pour l'hypertriglycéridémie, sachant que la statine va avoir quand même un petit effet sur les triglycérides. Il faut absolument, et c'est très important quand on est face à une personne à risque, qui a du diabète, qui a des comorbidités associées, qui est en surpoids, qui est sédentaire, à calculer le risque de maladie cardiovasculaire, parce que du coup, ça va nous donner un repère en termes de cible LDL cholestérol. Et toujours, traitement diététique de première intention devant toute anomalie lipidique qui sont dans des normes, encore une fois, raisonnables. Et on fait une réévaluation à 3 mois quand on est en prévention primaire. Si le taux de cholestérol reste haut, on renvoie au médecin pour instaurer. Et bien sûr, on fait tout le bilan cardiovasculaire qui va avec. Pour les hypertriglycérides, on associe donc une réduction du poids. Faut penser à toujours interroger le patient sur sa consommation d'alcool ou de sucre simple, mais aussi sa consommation de féculents. Et on traite par fibrate si le taux dépasse les 5 grammes. C'est ce qui est préconisé, c'est ce qui est recommandé. L'efficacité du traitement hypolipémiant est jugée sur un bilan lipidique à 2-3 mois après l'instauration, ou 4 à 6 semaines, si on veut aller très vite. La tolérance évaluée, bien sûr, principalement sur la plainte physique du patient et sur la biologie concernant le bilan hépatique et les CPK. Voilà, donc on va rechercher une cytolyse hépatique, une cholestase, des CPK élevés qui traduiraient une myalgie à une rhabdomyolyse, donc voilà. Et j'ai terminé pour cette présentation. Donc, on vous a mis quelques références bibliographiques et les sources principales sont bien sûr la Société française européenne de cardiologie, Santé publique France, donc nos références habituelles. Voilà, j'ai fini cette présentation. Si vous avez des questions, je vous écoute. Merci beaucoup. Écoute, il n'y a pas trop de questions, donc j'imagine que tu as été assez exhaustive. Il y a Céline qui nous précisait qu'il y avait une étude qui avait montré que le HDL supérieur à 0,8 augmentait le risque cardiovasculaire autant qu'un HDL bas à moins de 0,4.
Voilà, si tout le Alors, monde n'a je pas vu le vois. D'accord. Bah, j'aimerais bien éventuellement que tu m'envoies cette étude parce que le HDL cholestérol, je vois pas par quel mécanisme, hein. C'est pas quelque chose qui va aller coloniser la paroi de l'artère. c'est MR-FIT, le nom. Comment? MR-FIT, F-I-T. J'irai voir. Ok. Voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était très intéressant. On te dit merci dans le chat, donc je transmets. D'accord. Et merci beaucoup. Ok, bah merci à vous. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et puis Merci. ben, au prochain CIPAC alors, hein. Avec plaisir. Merci. Au Bonne revoir. soirée à tous. Merci pour votre fidélité. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, on transmettra. Merci beaucoup.